Au Niger, la junte joue la division entre la France et les États-Unis. Washington défend une ligne moins dure que Paris vis-à-vis des putschistes qui séquestrent Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet et s'oppose à une intervention militaire des pays d'Afrique de l'Ouest. Face à la menace de plus en plus hypothétique d'une intervention militaire agitée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, le temps est le meilleur allié des putschistes au pouvoir à Niamey. Il leur est encore plus favorable à mesure que s'expriment les divisions sur le continent africain entre les partisans d'une ligne dure et ceux prônant le dialogue. Des divergences d'approche qui existent aussi parmi les Occidentaux et tout particulièrement entre Américains et Français. Les deux puissances étaient les alliés les plus inconditionnels du chef de l'État démocratiquement élu. Mais, depuis le coup d'État du 26 juillet, Washington et Paris n'emploient pas le même ton. La France exige non seulement la libération de Mohamed Bazoum, retenu prisonnier par les hommes du général Abdourahmane Tiani, mais aussi sa réinstallation sur le fauteuil présidentiel d'où l'armée l'a délogé. Elle soutient plus ouvertement l'option militaire défendue par certains pays africains, notamment le Nigeria, qui exerce la présidence de la CEDEAO, et la Côte d'Ivoire. Dans la même logique, ne reconnaissant pas les décisions d'une junte qu'elle juge illégitime, la France n'entend pas retirer les quelques 1500 soldats français déployés au Niger. Certains d'entre eux étaient précédemment stationnés au Mali et au Burkina Faso. Deux pays frontaliers, également dirigés par des officiers putschistes qui n'acceptaient plus la présence de l'armée française sur leur territoire. Rhétorique anti-française. Moins ciblée que Paris par les militaires au pouvoir, qui usent de la rhétorique anti-française pour obtenir les bonnes grâces d'une partie de l'opinion publique, la diplomatie américaine se montre plus souple. France et États-Unis partagent la même analyse sur la nécessité de contenir l'extension des groupes djihadistes au Sahel. Ils condamnent l'un et l'autre les coups d'État et considèrent que les juntes n'offrent aucune garantie sécuritaire, observe Michael Churquin, directeur de programme chez 14 North Strategy, un cabinet de conseil spécialisé dans les affaires africaines. À Washington, certes, il n'y a pas de consensus entre ceux qui jugent prioritaire la défense des valeurs démocratiques et ceux qui considèrent que l'usage de la force est inutile. Mais la plupart estiment qu'il faut maintenir ouvert un canal de discussion avec la junte, comme au Mali, même s'il faut pour cela prendre ses distances avec la France, ajoute ce spécialiste des stratégies de défense européennes et américaines. Alors que Paris juge la junte infréquentable, Washington dépêchait, le 7 août, sa sous-secrétaire d'État par intérim, Victoria Nuland. Pendant plus de 2 heures à Niamey, la diplomate s'est entretenue avec un représentant des putschistes, le général Moussa Salahu Barmou. Cet ex-chef des forces spéciales, formé aux États-Unis, venait d'être nommé chef d'état-major des armées nigériennes. Au lendemain du putsch, Washington avait également confirmé l'arrivée prochaine à Niamey de Kathleen Fitz-Gibbon comme ambassadrice, comblant ainsi 1 an et demi de vacances de ce poste au Niger. Ces initiatives ont été perçues comme « des coups de poignard dans le dos » par un officiel français. La visite de Victoria Nuland n'a pourtant pas été couronnée de succès. Elle-même, en termes très diplomatiques, a qualifié ces échanges d'extrêmement francs et parfois difficiles. Contrairement à sa demande, elle n'aura pu voir le président Bazoum, ni s'entretenir avec le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani. Malgré cela, la porte reste ouverte pour continuer de parler, afin de surmonter ce que Victoria Nuland a qualifié, lors d'une conférence de presse organisée avant qu'elle quitte le Niger, d'obstacle actuel à l'ordre démocratique. Cette périphrase lui permettait d'éviter de qualifier la prise de pouvoir des militaires de « coup d'État », ce qui, légalement, contraindrait les États-Unis à interrompre toute aide au Niger. Au lendemain du coup de force, Washington a bien suspendu ses programmes de formation des forces armées nigériennes et réduit d'autres formes d'assistance militaire. Mais les États-Unis se sont engagés à poursuivre leur aide humanitaire. Le général Barmou, a rappelé Victoria Nuland, a travaillé en étroite collaboration avec les forces spéciales des États-Unis pendant de très nombreuses années. Nous avons donc pu examiner en détail les risques qui pèsent sur les aspects de notre coopération auxquels il est historiquement très attaché. Pas sûr, néanmoins, que l'argument suffise à convaincre les putschistes de rendre le pouvoir. Si l'interruption de l'aide américaine est le prix à payer pour notre souveraineté, qu'il en soit ainsi, avait écrit le général Barmou au quotidien américain The Wall Street Journal quelques jours après le coup d'État. Échange de renseignements. Aux yeux des Américains, pas question pour autant, à ce jour, de les faire plier par la force.
Anthony Blinken, le chef de la diplomatie des États-Unis, a d'ailleurs rapidement fait savoir, après que la CEDEAO eut annoncé la mobilisation de ses « forces en attente », qu'il n'y a pas de solution militaire acceptable. Mardi 15 août, il a réaffirmé sa conviction qu'il existe une marge pour la diplomatie. On observe une franche hostilité des Américains à toute opération, ils tentent de jouer leurs cartes pour conserver leur base militaire au Niger et continuer à avoir des capacités d'observation au Sahel, regrette la même source française proche du dossier même si une autre voie diplomatique minimise ces divergences d'approche en évoquant des discussions plus que des dissensions. Cet engagement militaire américain est une goutte d'eau dans l'immensité du budget national consacré à la défense, plus de 800 milliards de dollars en 2023, soit 730 milliards d'euros. Il est loin d'être négligeable pour le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. Les États-Unis y ont ainsi dépensé aux alentours de 500 millions de dollars dans le domaine sécuritaire ces dernières années. Cela comprend notamment la construction, pour 110 millions de dollars, d'une base de drones dans les environs d'Agadé, centre du pays. Quelques 1100 soldats américains stationnent dans le pays, soit le deuxième plus grand contingent après celui des Français. Les militaires américains ne se contenteraient pas de former leurs homologues nigériens. Dans son édition du 9 août, le Wall Street Journal affirmait que des commandos américains partageaient des avant-postes avec les troupes du général Barmou dans les villes de Wallam, où ils combattent les franchises locales d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et de Difa, où les opérations de combat se concentrent sur les militants de Boko Haram qui mènent des attaques autour du lac Tchad. La coopération entre militaires français et américains au Sahel, notamment dans l'échange de renseignements, est généralement décrite comme fonctionnelle et complémentaire dans cette région où les groupes islamistes radicaux ne cessent d'étendre leur emprise depuis une dizaine d'années, provoquant la mort de milliers de personnes. Mais l'intérêt stratégique n'est pas le même pour Paris ou Washington. Au-delà des risques liés à l'arrivée au pouvoir, de l'autre côté de la Méditerranée, de régimes islamistes radicaux liés à des organisations terroristes comme Al-Qaïda ou l'État islamique, les Européens perçoivent le Niger comme un carrefour de routes migratoires vers l'Europe. Les Américains, eux, depuis les présidences Obama 2009 à 2017 ont d'autres priorités que la lutte contre le djihadisme au Sahel, estime Michael Churquin. Le chercheur rappelle que l'implantation militaire américaine au Niger est un héritage de l'époque de George Bush 2001 à 2009, dont l'existence relèverait davantage de l'inertie bureaucratique que de l'intérêt sécuritaire. À Washington, dit-il, on perçoit le Sahel comme une cause perdue où personne ne sait plus quoi faire. Le seul intérêt à rester au Niger serait d'empêcher la Russie de combler le vide. Comme cela s'est produit au Mali, notamment avec l'arrivée des mercenaires du groupe de sécurité privé Wagner soutenu par le Kremlin après le départ du contingent français.